Bonjour à tous, merci pour être présents aujourd'hui. On a un tout petit peu de retard, 2 minutes de retard, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un petit problème avec ma caméra qui a décidé sur les 2 dernières minutes de ne pas fonctionner. Je me reconnecterai dans quelques minutes, mais en attendant, je vais laisser se présenter nos deux intervenants, donc qui sont Fanny et Paul-Étienne. Fanny, je vous en prie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Oui, bonsoir. Alors effectivement, donc Fanny, je suis associée au sein du cabinet VIA, la plateforme patrimoniale, où j'exerce ce métier d'ingénieur patrimonial. Alors, pour faire plus simple, je suis un peu l'architecte du patrimoine de mes clients. Je développe, je crée, j'organise le patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier, avec un ADN particulier qui est l'impartialité et qui nous est cher au sein du cabinet. D'ailleurs, c'est un ADN qu'on partage beaucoup avec Neofa. Voilà. J'ai été moi-même avant responsable grand compte, où j'étais en contact avec des conseillers en gestion de patrimoine, évidemment, mais aussi beaucoup de réseaux bancaires. Et une des convictions effectivement pour réaliser ce métier est de garantir une liberté dans le choix des investisseurs de mes clients. Parfait, merci beaucoup. Paul-Étienne, je vous laisse vous présenter également. Oui, bien, merci Aude. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Paul-Étienne Bozo, donc directeur associé au sein du groupe SPV Assurance. Donc, SPV Assurance, c'est un groupe de courtage grossiste qui met à disposition de courtiers des offres donc d'épargne. Et donc, je suis en charge du développement au sein du groupe SPV Assurance de toutes les offres en matière d'épargne, épargne retraite, épargne collective également. Et j'ai la chance d'avoir rejoint en tant que partenaire récemment le groupe Neofa, que je remercie, et nous sommes maintenant partenaires et nous mettons à disposition donc nos offres, notamment notre produit PER1 à disposition de vos conseillers que vous pourrez solliciter à l'issue de cette présentation. Mon parcours rapide, j'ai été dans la banque précédemment, puisque j'étais banquier privé, et ensuite j'ai créé un cabinet d'assurance qui est devenu ensuite SPV Assurance. Et donc, je suis à disposition et au service majoritairement des courtiers au bénéfice des clients. Donc voilà, nous pourrons répondre à vos questions par l'intermédiaire de vos courtiers sur la mise en place éventuelle d'un dispositif de PER. Parfait, je me présente également. Alors, tout à l'heure, je réussirai, je suis certaine, à faire fonctionner ma caméra. Je suis vraiment désolée, ce sont les aléas du direct. Donc, Aude Petitbon, je suis directrice de développement chez Neofa. J'ai rejoint les bancs de Neofa en mai dernier et je suis ravie de pouvoir accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et les fournisseurs de produits sur la marketplace dans le développement auprès des épargnants qui nous rejoignent de manière nombreuse, qui nous rejoignent tous chaque mois. Et donc, je suis ravie de faire partie de cette aventure de Neofa. Donc, maintenant que nous avons fait les présentations, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. L'idée, donc, c'est bien sûr de traiter comment réduire ses impôts en 2023. Donc, on est plutôt en fin d'année. Qu'est-ce que la défiscalisation à proprement parler? Donc, la défiscalisation, c'est l'ensemble des dispositifs légaux qui permettent de réduire et d'optimiser la pression fiscale d'un contribuable. Mais plus précisément, Fanny, quel est l'objectif pour un épargnant, pour un particulier pour la défiscalisation? Alors, c'est vrai que la défiscalisation, c'est un mot qui est arrivé assez récemment dans le dictionnaire. Avant de parler de défiscalisation, je parlerais d'optimisation fiscale. Il faut être absolument vigilant il ne faut pas oublier qu'on paye de l'impôt sur les revenus qu'on déclare. Et qu'il y a deux manières de payer moins d'impôts. Soit on abaisse l'assiette fixe taxable, on réduit notre assiette taxable, soit on a recours à un dispositif, un mécanisme qui va me permettre effectivement d'alléger ma fiscalité. Alors là,
Et dans cette distinction-là, à distinguer la déduction d'impôt, c'est une somme qui vient être déduite de mon revenu global, à ne pas confondre avec la réduction d'impôt, qui vient donc être une somme qui est déduite finalement de l'impôt que je dois. En exemple, une déduction d'impôt peut être effectivement, c'était le PER dont Paul-Étienne va nous parler, qui va venir être déduit de l'ensemble de mes revenus. Une réduction d'impôt, on connaît peut-être le mécanisme de Pinel, qui va permettre de réduire mes impôts, donc réduire mon imposition globale. C'est très clair. Et pour l'administration fiscale, qu'est-ce que ça implique en fait, cette défiscalisation? Alors évidemment, l'État va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour encourager à payer moins d'impôts. Et leur objectif étant de faire effectivement participer les contribuables à un secteur d'activité, à une économie réelle. On va en citer certains, voilà, le secteur de la construction dans le neuf. On peut citer également le secteur des entreprises innovantes, des PME. On peut citer aussi faire gagner en pouvoir d'achat les retraités avec le PER, la population de retraités pour qu'ils gagnent ou qu'ils restent garde un pouvoir d'achat. Donc l'ensemble de ces dispositifs implique un engagement et une carotte fiscale implique forcément toujours une contrepartie. Et c'est dont je rends attentif en tout cas nos clients. Quelle est cette contrepartie? Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on a notre première question qui arrive. Alors, ce que je vous disais, on va recevoir des questions au fur et à mesure. Quand je trouve que les questions sont pertinentes à l'instant T, je vais me permettre de vous les poser. Quand ce sera plutôt des questions d'ordre général, on les posera plutôt à la fin. Là, j'ai une question que je trouve assez amusante. C'est, est-ce que cela peut être considéré comme de l'évasion fiscale, Fanny? Alors non, rassurez-vous, tous les dispositifs proposés par l'État est considéré comme légal. Parfait. Avant de passer dans le vif du sujet sur des produits un peu plus précisément, on parle souvent dans le conseil en gestion de patrimoine, c'est d'adapter des produits ou d'adapter des solutions en fonction de chaque typologie et chaque objectif de personne. Quels sont les différents objectifs qui peuvent être poursuivis quand on fait de la défiscalisation? Alors oui, il est absolument primordial de se poser la question du pourquoi. Pourquoi défiscaliser avant de trouver le comment et de trouver le dispositif qui va vous correspondre. Je vous cite des exemples. C'est vrai que certains de mes clients vont me dire, moi, je souhaite avoir plus de pouvoir d'achat, Fanny, parce que ça va me permettre de partir plus en vacances ou d'aller plus souvent au resto. D'autres vont me demander de pouvoir transmettre grâce à ce gain fiscal ou encore de capitaliser pour la retraite. D'autres ont des convictions par rapport à des entreprises innovantes ou encore avec un projet futur de résidence principale ou éventuellement de création d'entreprise. J'ai besoin d'un capital dans 3-4 ans. Ce gain fiscal pourrait-il me servir et comment je fais pour garder aussi en liquidité? Et ça, c'est vrai que ces trois critères très importants qu'on a regard au sein du cabinet VIA. C'est le premier, c'est votre horizon de placement. C'est une chose qui est très importante. Le deuxième, c'est quel est votre besoin en liquidité, en disponibilité de votre fonds. Voilà, si j'ai un projet dans 3 ans de résidence principale ou d'achat immobilier, peut-être que je vais avoir besoin de liquidité. Et puis enfin, évidemment, bien sûr, votre sensibilité au risque. Et ce fameux couple rendement-risque qu'on tient à améliorer. Parfait, merci beaucoup. On va passer tout de suite au dispositif du PER. Donc, Paul-Étienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quel est le fonctionnement du régime des retraites? Alors, merci Aude. Effectivement, le régime des retraites, on peut le voir à travers une pyramide. Donc, la base, évidemment, les régimes obligatoires, que vous retrouvez notamment la CNAV ou le RSI, notamment le SSI maintenant, qui va constituer un bloc, la bloc, on va dire, de base de votre retraite. On parle souvent des 25 meilleures années, la moyenne des 25 meilleures années. Ensuite, on va avoir les régimes complémentaires. Les régimes complémentaires qu'on va appeler par exemple ARCO-LAGIRC pour les salariés,
et puis et des caisses spécifiques en fonction de votre statut. Si vous êtes indépendant, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, vous allez avoir des caisses de retraite complémentaires auxquelles vous allez cotiser. Donc effectivement, en fonction de votre parcours, vous allez pouvoir cotiser à plusieurs caisses au long de votre carrière, que vous soyez salarié, que vous soyez travailleur non salarié, que vous soyez fonctionnaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les régimes par répartition. Donc, ce sont des régimes finalement dans lesquels on va cotiser et on va acquérir en fait soit une rente de base, soit des points et qui vont vous donner à la fin une rente de retraite. Ensuite, on a des régimes facultatifs de retraite. Et là, c'est là où on va retrouver justement notamment le PER, qui sont des dispositifs additionnels qui sont complètement facultatifs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les mettre en place soit à titre individuel, soit au niveau de votre entreprise. Et dans ce cadre-là, on va retrouver notamment le PER individuel, pour lequel on va avoir une explication juste après. On va également avoir le PER collectif qu'on appelait avant le PERCO, et puis le PER obligatoire qui est mis en place dans l'entreprise. Donc, c'est des cotisations versées par l'entreprise. Et ensuite, on a un autre dispositif qui s'appelle l'article 39, qui est un régime à prestations définies. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui principalement, c'est le PER individuel. Et dans un contexte de réforme des retraites en profondeur, on l'a vu avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, c'est vrai que ce choix en matière de retraite complémentaire est de plus en plus important. Et au-delà des avantages fiscaux, il faut bien considérer que le PER reste un dispositif pour compléter la retraite de base et complémentaire. C'est très clair. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Parfait. Et on vous voit. On me voit. J'ai changé d'ordinateur. L'autre, je l'ai mis de côté. C'est pas très grave. Alors, on sait qu'il y a eu la loi Pacte qui est venue apporter de grosses modifications sur ces plans d'épargne retraite, etc. Quels ont été justement les apports de la loi Pacte dans les dispositifs de plan d'épargne retraite? Alors, c'est une très bonne question. En fait, jusqu'à maintenant, on avait une multitude de dispositifs de retraite complémentaires, tous plus compliqués et tous plus variés les uns que les autres. On parlait des droits Madelin, on parlait des PER, on parlait des dispositifs PERCO dans l'entreprise. Tous ces dispositifs-là avaient des combinaisons, des façons de fonctionner différentes. Donc, l'objectif de la loi Pacte, c'était d'harmoniser de manière générale tous les dispositifs de retraite. On a appelé ça le PER, donc le plan d'épargne retraite, de manière à avoir déjà un premier objectif, c'est d'avoir une vision consolidée de son épargne et intrinsèquement à ça, pouvoir transférer tous les anciens dispositifs vers ce nouveau dispositif. Ça, c'est un vrai avantage de la loi Pacte, puisque le PER a été mis en place, comme on l'a dit ici, grâce à la loi Pacte qui a été mis en place depuis 2020. Donc, première chose, lorsque vous allez partir à la retraite, vous n'aurez plus qu'un seul PER dans lequel vous aurez pu regrouper l'ensemble de vos différents dispositifs de retraite, que ce soit des dispositifs individuels ou collectifs. Le gros avantage et la grosse nouveauté également de la loi Pacte, c'est la possibilité, dorénavant, de choisir entre une sortie en rente ou une sortie en capital. Et là, c'est un vrai appel d'air pour les épargnants, puisque au-delà de l'avantage fiscal qu'on reverra ensuite, c'est aussi la possibilité de récupérer son épargne, et on le verra à travers les prochains slides, la façon dont on va pouvoir le faire, mais c'est vraiment un élément très important et une vraie nouveauté. Et puis, on a également harmonisé des cas de déblocage anticipés, puisque quand on parle de cas de déblocage, ça veut dire qu'on doit attendre la retraite pour récupérer son épargne, que ce soit en capital ou en rente. Mais on a également des cas de déblocage anticipés. Et donc, le nouveau cas de déblocage que l'on a sur le PER, c'est l'acquisition de la résidence principale. Et ça, c'est un vrai avantage puisque je vais pouvoir, même à travers des investissements sur un PER individuel, récupérer avant la retraite mon épargne pour financer la résidence principale. Et donc, la sortie en capital, elle est ouverte pour tous les versements sur le plan d'épargne retraite, sur tous les compartiments? Alors, également, on en a parlé tout à l'heure, il existe dans le PER des plans d'épargne retraite obligatoires qui sont des dispositifs mis en place dans l'entreprise, par l'entreprise. Et effectivement, tous les flux issus des cotisations obligatoires ne pourront pas être sortis en capital. C'est vraiment le seul compartiment du PER qui ne peut pas être récupéré en capital. Tous les autres, que ce soit issus donc des versements individuels ou de l'épargne salariale, peuvent être récupérés en capital.
Parfait, merci. Donc, on a différentes options, on va dire, de sortie. Quelles sont les spécificités de chacune? Alors, effectivement, là, dans le set que vous voyez ici, on parle de la sortie en capital. La sortie en capital, c'est l'un des choix qu'on peut faire. On verra après qu'on peut également sortir en rente. Au niveau de la sortie en capital, on a deux choix spécifiques. Donc, la sortie en capital totale, donc c'est-à-dire j'arrive à la retraite, je vais pouvoir récupérer l'intégralité de mon capital, ou alors je choisis de récupérer mon capital de manière fractionnée. C'est-à-dire je récupère ce capital dans le temps et je n'ai pas besoin finalement de récupérer l'intégralité. Alors pourquoi est-ce qu'on propose ces deux choix-là? C'est essentiellement pour un cadre fiscal. Il faut savoir que lorsqu'on a bénéficié d'un avantage fiscal au départ sur un PER, la loi Pacte, le PER, finalement, ajoute finalement une fiscalité à la sortie. C'est-à-dire que si on récupère de l'argent issu des versements volontaires qui ont eu un avantage fiscal, donc une déductibilité, je vais être fiscalisé à la sortie sur le capital et les intérêts. C'est pour ça qu'on a proposé, et ça c'est le cadre général du PER, de pouvoir limiter l'effet fiscal en proposant un capital fractionné, de manière à récupérer son épargne en plusieurs fois et lisser finalement l'impact fiscal d'un rachat total, par exemple. Après, effectivement, on peut avoir des cas où on a besoin de récupérer totalement son épargne, mais il y aura de la fiscalité. On vous donnera d'ailleurs un exemple à la fin pour recadrer un petit peu l'environnement fiscal de ce PER. Alors, j'ai une question que je trouve pertinente, mais on a déjà apporté une réponse. Est-il possible de transférer un article 83 sur un PER? Tout à fait. Donc, les anciens articles 83 qui sont maintenant devenus les plans d'épargne retraite obligatoires, il est effectivement possible de transférer un article 83 vers un PER. Si vous êtes toujours dans l'entreprise, vous transférez vers un PER obligatoire. Si vous avez quitté l'entreprise, vous pouvez ouvrir un PER1 et transférer l'épargne que vous avez sur l'article 83 dans le nouveau PER1 ouvert. Et évidemment, et on l'a dit tout à l'heure, toutes les sommes issues des versements de l'entreprise, même si elles sont transférées sur un PER individuel, ne pourront sortir qu'en rente. Ça, c'est un point important à rappeler. Donc, c'est dans le compartiment versement obligatoire, quand bien même on a effectué un transfert vers un PER1. Exactement. Donc, l'autre sortie? Alors, effectivement, ensuite, on a la possibilité toujours, comme c'était par le passé pour les contrats Madelin ou les contrats PERP, de sortir en rente. Et là, effectivement, le PER joue à plein l'objectif de proposer une rente complémentaire pour la retraite. Hein. On reste, en fait, dans le cadre d'un PER, dans le cadre d'un contrat de retraite. Et donc là, pareil, les assureurs proposent des options de sortie en rente assez diversifiées. Là, on a essayé de synthétiser. Globalement, vous avez la rente de réversion, c'est-à-dire que en cas de décès après le départ en retraite, eh bien, votre conjoint va récupérer une rente de réversion qui pourra être comprise entre 60 jusqu'à 100% de votre propre rente. Ça, c'est la rente de réversion. Ensuite, on a les annuités garanties qui permettent de proposer une rente pendant une certaine durée à mes bénéficiaires désignés, notamment les enfants. Donc ça permet également de protéger la famille et d'assurer finalement une rente régulière à des enfants. Et ensuite, on a une troisième option qui est assez intéressante, qui est l'option de dépendance. Il faut savoir que la dépendance est un sujet de plus en plus prégnant en matière de lorsqu'on est à la retraite. Et donc là, par exemple, ce sont des options dans lesquelles l'assureur va doubler la rente en cas de dépendance en phase de retraite. La dépendance étant la possibilité de pratiquer les actes de la vie courante. Donc voilà globalement les rentes qu'on peut avoir et qu'on peut choisir lorsqu'on part à la retraite. Et j'insiste bien là-dessus, le choix pour ces rentes-là ne se fait pas à la souscription du PER, mais se fait bien au moment de partir à la retraite, puisque au moment où je souscris mon contrat et au moment où je pars à la retraite, ma situation familiale peut avoir changé. Oui, puisqu'on peut ouvrir un contrat, un plan d'épargne retraite. Alors, les mineurs ne peuvent plus y souscrire. En tout cas, ils sont plus que quelques jours pour le faire. Et il y a encore un petit peu de temps pour les versements complémentaires. Mais effectivement, à partir de la majorité, on peut souscrire un plan d'épargne retraite. Donc, c'est sûr qu'au moment où on va repartir à la retraite, on est quand même loin de s'imaginer dans quel cas de figure on se retrouvera et quel sera le type de sortie dont on aura besoin à ce moment-là. Exactement. Et je rajouterai une chose, c'est qu'un contrat performant de retraite, un PER performant, c'est aussi la possibilité de pouvoir mixer un choix entre du capital et de la rente. Il faut savoir qu'il y a des assureurs qui permettent, lorsqu'on part à la retraite, de décider finalement de choisir une partie à récupérer en capital
et une partie que je vais récupérer en rente, ce qui permet d'avoir aussi de la flexibilité dans le choix. C'est parfait. En termes de, donc il y a une autre question. Quel intérêt de transférer un article 83 avec un taux de rente garanti vers un PER sans taux de rente garanti? Alors effectivement, on a beaucoup parlé historiquement avant que la sortie en capital arrive du calcul en fait des rentes. Et en fait, c'est effectivement pendant un certain temps, les assureurs ont garanti le calcul de la rente avec les tables de mortalité, par exemple, qui ont évolué vers une augmentation de l'âge. Et plus l'âge augmente, finalement, plus la rente qui va être versée par l'assureur est plus faible. Et il se trouve que vous pouvez avoir souscrit, par exemple, des contrats très anciens avec une table de mortalité plus favorable, donc un calcul de la rente plus favorable. À ce moment-là, et si votre choix, c'est de conserver de la rente et pas de récupérer en capital, eh bien, notre conseil, c'est de conserver votre ancien contrat. Puisque là, effectivement, votre objectif, c'est de sortir en rente et donc d'avoir la meilleure rente possible. Si en revanche, votre objectif n'est pas de sortir en rente, mais de récupérer du capital, là, pour le coup, vous pouvez transférer vers un nouveau PER et finalement, toute l'épargne que vous aviez constituée va être sortie en capital et il n'y a plus d'impact, en fait, du calcul de la rente. Donc, c'est un vrai choix qu'il faut faire lorsqu'on a cette possibilité de transférer un vieux contrat Madelin ou un vieux contrat PER. J'ai un autre élément qui peut être assez important, c'est la typologie d'investissement dans lesquels on peut aller, puisque, alors, quand on est proche de la retraite, ça n'a peut-être pas forcément d'impact si on décide de prendre sa retraite assez rapidement et donc de mettre en réduction le contrat. En revanche, si on a encore une quinzaine d'années devant nous avec un montant de capital, accompagné d'un bon conseiller en gestion de patrimoine, avec une bonne allocation d'actifs, même si on n'a pas le taux de rendement ou la rente qui est garantie, on pourra aller chercher des performances qui seront supérieures, qui permettront d'aller couvrir justement ces taux de rente garantis. Oui, alors effectivement, le PER reste un produit financier, donc le sous-jacent, c'est important de le dire, ce sont des fonds, ce sont des investissements. Donc on a le choix évidemment toujours d'investissement sur soit du fonds en euros, c'est-à-dire le fonds garanti de l'assureur, ou des fonds diversifiés, ce qu'on appelle les unités de compte. Et là, effectivement, c'est votre conseiller qui vous accompagne dans le choix à réaliser. Et c'est vrai que la loi Pacte a introduit une notion assez forte, c'est la notion de gestion par horizon. Et donc, aujourd'hui, la majorité des PER, l'ensemble des PER, proposent une gestion, ce qu'on appelle horizon. C'est-à-dire c'est une gestion dans laquelle vous allez investir sur des fonds et progressivement dans le temps, au fil de l'eau, donc chaque année, l'assureur va réduire la sensibilité au risque. Ça permet en fait de vous accompagner en fait sur un horizon de placement. Il faut savoir que plus on est loin de la retraite, plus on peut prendre de risques. Plus on est proche de la retraite, moins on pourra prendre de risques. Et ça, c'est un élément très important. Et nous, on recommande majoritairement d'opter pour de la gestion horizon, puisque c'est celle qui est la plus adaptée à une gestion longue, c'est-à-dire à une gestion retraite. Merci pour ces précisions. Donc, parlons un peu de sortie anticipée, puisque c'est ce qui fait quand même aujourd'hui la différence avec la loi Pacte. Quels sont donc tous les cas de sortie anticipée? Est-ce qu'il y a des spécificités sur la fiscalité sur certaines d'entre elles? Dites-nous tout. Alors, effectivement, en fonction des cas de déblocage anticipé que vous allez avoir, eh bien, vous n'aurez pas la même fiscalité. Donc, on a des cas de déblocage qui sont, par exemple, le décès du conjoint, l'invalidité, le surendettement, l'expiration des droits au chômage, la cessation de l'activité par liquidation judiciaire. Ça, ce sont des cas qu'on avait déjà par le passé. Et en fait, aujourd'hui, on a un nouveau cas de déblocage qui est l'achat de la résidence principale. Donc, l'achat de la résidence principale permet en fait de récupérer l'épargne avant la retraite. Mais dans ce cas-là, on va avoir en fait une fiscalité. Donc, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on récupère le capital à la retraite, on a effectivement une fiscalité qui s'applique. Et là, pour le coup, ce nouveau cas de déblocage qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui est l'achat de la résidence principale, est permis, mais va être soumis à l'imposition sur le revenu. Donc vous pouvez récupérer tout ou partie du capital sans qu'il y ait mais il peut y avoir une fiscalité. Donc c'est important de le savoir et bien le noter. Mais ça, c'est vraiment un élément fort de la loi Pacte. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi sur un PER peut à un moment donné, s'il a besoin, récupérer de l'épargne pour financer l'achat de la résidence principale, comme c'était le cas d'ailleurs sur les PERCO jusqu'à maintenant.
Parfait. En synthèse, est-ce que vous nous présentez les 5 atouts du plan d'épargne retraite aujourd'hui? Alors, les 5 atouts du PER, c'est, on l'a dit, et je pense que c'est un élément important. La première chose, c'est constituer un complément de retraite. Ça, on va dire que c'est le premier atout. Mais derrière ça, il y a aussi des avantages et des incentives qui sont donnés par la loi Pacte. La première, c'est la possibilité de bénéficier d'un avantage fiscal. Donc, l'avantage fiscal, c'est je déduis l'investissement que j'ai réalisé sur le PER. Donc, on parlait tout à l'heure de déductibilité ou de crédit d'impôt. Là, pour le coup, on est vraiment sur la déductibilité. Donc, j'ai un premier élément fort, c'est l'avantage fiscal, et on reviendra sur un exemple tout à l'heure. Deuxième chose, c'est aussi de permettre de protéger la famille. C'est-à-dire que lorsque j'ai constitué un contrat, un capital, et lorsque je décide de ne pas récupérer en rente, mais en capital, et bien, si je décède finalement pendant la phase de liquidation où j'ai conservé mon épargne, ben, le capital va aller en direction de mon conjoint ou de mes enfants. Mon conjoint sans fiscalité, mes enfants avec un avantage fiscal, puisqu'il y aura un abattement sur les droits de succession. Troisième élément, je vais pouvoir diversifier aussi mes placements, on l'a parlé tout à l'heure, parce que contrairement à des dispositifs légaux comme la retraite de base ou complémentaire, Agir Carco, je n'ai pas la main en fait finalement sur le pilotage de mon épargne. Là, je vais vraiment pouvoir investir sur des fonds type actions, obligations ou des fonds diversifiés, même dans l'immobilier. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi très important. Je vais pouvoir piloter mon épargne. On l'a dit tout à l'heure, je vais pouvoir également regrouper l'ensemble de mes contrats. Donc ça va permettre aussi d'optimiser l'ensemble de mes dispositifs. Je vais pouvoir récupérer toute mon épargne et finalement, je n'aurai qu'un seul interlocuteur, qu'un seul assureur pour récupérer mon épargne. Et ça simplifie énormément également les choses. Et donc, effectivement, l'élément aussi très important, le levier qu'on a pu avoir avec la loi Pacte, c'est la possibilité de récupérer mon épargne à la retraite. Et ça, c'est un élément fondamental. Merci pour ces précisions. Quoi de mieux qu'un exemple pour illustrer nos propos? Donc, on a Monsieur Dupont, il a 41 000 euros de revenus annuels. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter sur la solution, par exemple, s'il faisait des versements annuels de 4 100 euros? Alors effectivement, pour calculer déjà le disponible fiscal dont on a droit, c'est assez simple. Il suffit de prendre un taux qui est de 10%. Majoritairement, tout le monde a un disponible fiscal pour la retraite, donc peut verser dans une limite. Alors, le plafond individuel, c'est 10% de son revenu. Donc voilà, le disponible fiscal pour un particulier, c'est 10%. Donc, si j'ai un revenu de 41 000 euros, je vais pouvoir verser annuellement 4 100 euros dans notre exemple. Après, on a un plafond un peu spécifique pour les travailleurs non salariés. On va pouvoir rajouter également une fraction plus importante, donc 10% plus 15% du revenu professionnel compris entre 1 et 8 passes. Et donc, ça fera, par exemple, pour quelqu'un qui gagne 100 000 euros en TNS, il pourra investir quasiment 20 000 euros. Là, pour le coup, dans le cadre d'un particulier, on va être à 10%. Il faudra enlever, évidemment, de ce plafond-là tout ce qui aura pu être versé en matière d'épargne salariale. Mais effectivement, et ça, c'est très intéressant, lorsque vous regardez votre avis d'imposition en page 4 de votre avis d'imposition, vous avez, en fait, on vous calcule directement votre disponible fiscal annuel et vous pouvez même récupérer les disponibles fiscales non utilisés les années précédentes. Donc, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 années. Nous, on vous recommande d'utiliser une année après l'autre et chaque année de reporter ce qui n'a pas été utilisé l'année d'après. Donc, dans notre exemple très simple, la personne va investir donc 4 000 euros. Elle a un taux marginal d'imposition à 30%. Et donc, mécaniquement, elle va bénéficier d'un avantage fiscal de 1 200 euros et donc un effort réel d'épargne de 2 800 euros. Donc, au-delà de tous les avantages qu'on a vus avec le PER en termes de concentration de son épargne, en termes de transmission, en termes d'optimisation financière, c'est aussi un gain inhérent au PER, c'est le gain fiscal. Donc, si on ajoute ce gain fiscal pendant 10 ou 15 ans, à la fin, l'optimisation, l'effet de levier, il est quand même très important. Et d'où la force, en fait, de ce contrat PER qui, au-delà d'un contrat de retraite, est aussi un dispositif patrimonial et fiscal. Alors, une petite question de la part d'une personne qui assiste à la réunion. Est-ce qu'il y a un taux d'imposition minimum au
auxquels on est imposé pour bénéficier, en tout cas, ou avoir un intérêt à faire un investissement et un versement dans un PER? Alors, c'est une bonne question. On l'a dit tout à l'heure, on optimise sa fiscalité lorsqu'on est en activité, hein, lorsqu'on verse. Et là, c'est là où on a un avantage par rapport à mon taux marginal d'imposition, qui en moyenne, souvent, est à 30%. Et ensuite, quand on va être à la retraite, on verra dans un exemple un petit peu après, le taux marginal va baisser, donc on aura un avantage, un réel avantage. Si, par contre, on n'a pas ou peu finalement de taux d'imposition, par exemple on est sur une tranche à 11% et qu'on a déjà par ailleurs des avantages fiscaux et qu'on ne paye pas d'impôts, clairement il n'y a pas d'intérêt à faire un PER, ou en tout cas il n'y a pas d'intérêt à déduire les cotisations. On a la possibilité de verser sur un PER sans forcément déduire les cotisations, c'est-à-dire qu'à la fin je n'aurai pas de fiscalité parce que je n'ai pas eu de déduction au départ, mais c'est vrai qu'en fonction de certains profils fiscaux, on n'a pas forcément intérêt, et donc quand on est en dessous ou quasiment équivalent à 11% d'imposition, il y a moins d'intérêt à le faire. Effectivement, si vous avez un quotient familial très important qui fait que vous ne payez quasiment pas d'impôts, à ce moment-là, il faudra bien estimer ça avec votre conseiller pour voir si c'est toujours intéressant de le faire. Alors, les tranches marginales, comment ça fonctionne, hein, c'est en fonction de revenus, hein, parce que je vois la question qui arrive de Romain. C'est en fonction de son revenu d'abord, et ensuite de nombre de personnes dans le foyer. Donc, voilà comment on va calculer, en fait, comment est-ce que votre revenu va être imposé, et comment est-ce que, en fait, vous allez vous retrouver dans une tranche. Et c'est vrai que majoritairement, la tranche moyenne, médiane, c'est 30%. Et donc, sur la fraction qui dépasse, en fait, les 30%, c'est là où on a un avantage fiscal. Et c'est là où on va venir réduire le revenu imposable qui va permettre d'obtenir cet avantage fiscal. Merci. Donc là, dans notre exemple, votre épargnant, il a mis 4 000 € par an de côté, ce qui lui permet de bénéficier à peu près d'une économie de 1 200 €. C'est ça, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut voir aussi une vision long terme de cet investissement et de cet avantage fiscal. On l'a dit, c'est 1 200 € d'avantage fiscal par an. Et donc, à la fin, cette personne va pouvoir opter sur plusieurs possibilités, soit récupérer totalement le capital, soit récupérer partiellement. Donc voilà. Mais déjà, ce qu'il faut déjà bien calculer, c'est au-delà du rendement financier de ce dispositif, c'est que pendant 10 ou 15 ans ou 20 ans, je vais bénéficier d'un avantage fiscal. Donc ça va s'ajouter quand même au rendement de mon contrat. Et à la sortie, effectivement, il va falloir que je fasse un choix en matière de sortie. Si je décide de sortir en capital, notre recommandation, et là on le voit bien dans l'exemple, cette personne-là, à la retraite, elle aura un taux marginal d'imposition à 11%. Donc l'intérêt pour elle, pourquoi 11%? C'est parce que en fait, ses revenus à la retraite vont baisser. Donc forcément, sa tranche marginale va baisser. Et donc, c'est intérêt à lisser ses rachats chaque année. Et donc, pour éviter en fait d'augmenter sa tranche. Et donc là, pour elle, l'intérêt, c'est de rester dans sa tranche à 11% tout en faisant des rachats. Si par contre, elle décide de récupérer intégralement le capital, donc de faire un rachat total, elle va rebasculer dans la tranche à 30%, et donc elle va avoir un différentiel là, dans notre calcul d'imposition quasiment de 14 000 €. Donc c'est pour ça que nous on recommande, lorsqu'on décide de partir à la retraite et qu'on décide de liquider son contrat, on recommande majoritairement d'avoir recours au rachat partiel pour piloter et lisser l'impact fiscal des rachats. Alors, il y a un élément quand même, c'est même si le client décidait de sortir l'intégralité en capital, il aurait quand même pu bénéficier pendant toute la durée de capitalisation de l'effet de levier sur les investissements qu'il a réalisés, puisque c'est de l'investissement, c'est de l'argent qu'il n'a pas déjà payé aux impôts. Donc, il a utilisé cet argent-là pour réaliser ses investissements, par exemple. Et donc, il a fait des petits, il a généré des intérêts sur cette économie d'impôt pendant toute la durée de vie. Oui, et alors je vais répondre à une des questions qui avait été posée à très juste titre. Et nous, ça c'est un peu, on va dire, un tips qu'on peut vous donner. Quand vous avez un PE, un plan d'épargne d'entreprise, qui en fait arrive au bout des 5 ans, donc c'est de l'épargne en fait finalement qui est disponible. Et donc
la question qui était posée dans le chat était intéressante. Est-ce que j'ai intérêt à récupérer de l'épargne disponible d'un PE pour le mettre sur un PER? Bien oui, parce que là, on a un vrai avantage d'optimisation puisque je vais récupérer de l'épargne issue d'un plan d'épargne d'entreprise qui est arrivé au bout des 5 ans, donc disponible. Sur un PEE, je n'ai pas de fiscalité à la sortie. Donc, je vais récupérer de l'épargne qui n'aura pas été fiscalisée. Souvent, c'est de l'épargne qui m'a été versée via une prime d'intéressement. Et je vais réinvestir cette épargne sur un PER pour obtenir un avantage fiscal. Donc là, c'est vraiment le meilleur effet de levier que vous pouvez faire. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder si vous avez de l'épargne disponible sur un PEE, finalement pour utiliser cette épargne pour l'investir sur un PER. Merci beaucoup, Paul-Étienne. On va basculer sur un autre sujet que sur la réduction d'impôts avant la fin d'année, parce que quand même le thème de notre réunion, c'est de se dire quels sont les éléments que nous pouvons faire, que nous pouvons mettre en place avant la fin de l'année afin de réduire nos impôts. Et donc, nous allons passer sur la partie Girardin industriel avec Fanny. Donc, Fanny, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes caractéristiques de la Girardin industrielle, s'il vous plaît? Alors oui, effectivement, pardon. Le Girardin industriel, alors je pense que c'est un dispositif peut-être méconnu ou peu connu. Il est distribué uniquement par des conseillers en assistance financiers qui sont certifiés par l'AMF, donc par l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est un dispositif extrêmement cadré. Alors, l'objectif de cette loi qui a été mise en place en 1985, c'était effectivement de soutenir l'économie dans les DOM-COM, l'économie à la fois industrielle ou agricole ou dans le monde du BTP. En mettant en place, donc sous forme de subvention, vous abondez cette année encore en 2023 et vous aurez une réduction d'impôts dès l'année prochaine, dès 2024. On parle bien de réduction d'impôts puisque, on le verra sous forme d'exemple, vous aurez un remboursement fait par donc les impôts en juillet ou en septembre de l'année suivante. Cet investissement est évidemment envisageable à tout moment de l'année. Il est plus confortable de le faire en janvier parce que la rentabilité est beaucoup plus, plus attrayante. On est à 23% pour chez certains de nos opérateurs et monteurs, où on peut terminer entre 15 et 20% là en fin d'année, au mois de décembre, puisque finalement c'est de la trésorerie que vous avancez pour soutenir l'économie locale dans les DOM-COM et en fonction finalement du temps dont vous allez prêter votre argent, vous aurez une rentabilité plus ou moins intéressante. Alors ça reste toujours là en fin d'année entre 11 et 15%, donc c'est ce qui est suffisamment attrayant, je pense, pour la majeure partie de nos épargnants. Merci. Et on passe directement à l'exemple. Oui. Alors, Madame Averti. Qui est effectivement parlant. Alors oui, Aude, cet exemple parle bien. On imagine effectivement que Madame Averti souhaite investir 10 000 € dans ce dispositif Girardin. On le verra qu'effectivement, ces 10 000 € ne seront pas investis dans un seul bien, mais on va mutualiser le risque à travers des SNC qui vont investir dans plusieurs biens. Et avant le 31 décembre, donc l'opérateur va réaliser ses investissements. Elle aura le droit donc à une rentabilité de 15% dès l'année suivante. Et donc, on va, au moment de la déclaration des impôts, c'est dans la chronologie, au mois de mai, avril-mai, accompagner nos clients dans cette déclaration pour pouvoir accéder justement à cette réduction d'impôt qui aura lieu, la majeure partie en juillet, pour certains en septembre, mais sa majeure partie le suivant. Donc, conclusion, j'abonde de 10 000 € là avant fin d'année et j'ai le droit à 11 500 € de réduction sous forme de réduction d'impôt. Alors, évidemment, mon gain net est de 1 500 €, mais j'aurai évidemment récupéré mon capital et mon gain de 1 500 €. Charge après à Madame Averti de vouloir réitérer le processus pour l'année suivante. Et c'est souvent ce qu'on met en place avec nos clients. C'est finalement, chaque année, on va projeter l'impôt sur le revenu de l'année N pour pouvoir avoir une optimisation fiscale sur l'année N+1, où a lieu la réduction d'impôt, en fonction effectivement de la période où on investit. Là encore, voilà, c'est pour ça que on échangeait sur les dispositifs encore accessibles en fin d'année et aisément on peut mettre en place aujourd'hui un Girardin. L'exemple parle de lui-même.
Vous disiez que donc elle est remboursée de son capital plus des 15%. Le risque qu'elle prend, il est uniquement sur l'année fiscale sur laquelle elle a, entre le moment où elle a fait sa souscription et le moment où elle est remboursée? Alors, effectivement, là, si on peut parler, avant de parler peut-être des risques, on va parler des avantages. Si vous voulez bien, Aude, l'avantage, comme vous l'avez remarqué, c'est que c'est un dispositif qui est de one shot. On va investir l'année N pour un remboursement, une réduction, pardon, l'année suivante, l'année N plus 1. On a une souplesse aussi dans l'investissement. On peut avoir des cas où on a des chefs d'entreprise qui vont avoir des primes importantes en année 2023, mais qui vont retrouver peut-être une stabilité dans les années suivantes. Et ça permet de calibrer exactement en fonction des revenus qui seront imposables. Donc, on a cette souplesse et cette flexibilité dans l'investissement. On retrouve quand même ces fonds dès l'année suivante. Donc, on a une disponibilité assez facile de l'argent qui est placé. Et enfin, c'est aussi déplafonné, à savoir des niches fiscales. Niches fiscales d'habitude qui sont plafonnées à 10 000 euros. Là, on est déplafonné à 18 000 euros. Donc, on peut investir presque jusqu'à 44 000 euros. Donc, ça, sous forme de Girardin industriel. Donc, oui, il existe des avantages et il existe des risques. Ça, on en parle. Évidemment, l'investissement est en one shot, mais il est primordial de se faire accompagner dans ce dispositif, puisque il faut sélectionner effectivement avec rigueur l'opérateur avec qui vous allez travailler, pour leur sérieux, mais aussi pour les garanties qu'ils vont proposer. Et ça, c'est le rôle effectivement d'un conseiller. Et si par exemple, moi, je décidais d'aller souscrire à une Girardin industrielle toute seule, est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux pas le faire? Alors, vous pourriez le faire, et encore, je suis pas sûre, il faut être accompagné effectivement d'un conseiller en investissement financier. Je conseille fortement d'être accompagné pour effectivement cette sélection de monteurs et d'opérateurs. Ils sont pas très nombreux, en tout cas en France, et il faut pouvoir les sélectionner pour aussi leur approche locale, pour leur implantation et leur présence dans les DOM-COM, pour la sélection de leurs biens, pour qu'on ait des biens qui soient facilement relouables, des biens qui soient facilement accessibles. Alors, dans les biens, voilà, on peut avoir une pelleteuse, un tracteur, du matériel agricole. Il faut effectivement aussi s'assurer qu'il y ait un ensemble de garanties et d'assurances de RC qui sont mis en place. Voilà, donc l'accompagnement est primordial. Parfait. Ça m'a l'air très, très clair. Donc, ce que je retiens surtout, c'est la flexibilité par rapport à d'autres dispositifs qui sont peut-être sur des visions un petit peu plus long terme, avec une pérennité dans les revenus et dans l'imposition. Celui-ci est beaucoup plus adaptable à la situation année par année des clients. Exactement. On a cette flexibilité. Chaque année, on va vraiment projeter le revenu sur 2023 ou 2024. Déjà, je pense que je suis déjà en janvier 2024. On va projeter 2024 en termes de revenus et on va calibrer. Et c'est important justement d'accompagner dans le calibrage, puisqu'il va falloir aussi tenir en compte d'éventuelles déjà réductions d'impôts ou déductions d'impôts dans le calcul du montant Girardin, et en prenant en compte effectivement ce déplafonnement de niche fiscale. D'où l'importance d'être bien accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. Exact. Ce que vous disiez donc tout à l'heure sur les risques, donc c'est choisir des opérateurs leaders, et en fait quand on parle du choix de ces opérateurs-là, faire appel là encore à un conseiller qui sera à même de bien les choisir et de ne pas aller à la solution la plus alléchante forcément. Oui. Et là où effectivement il faut qu'il y ait une mutualisation des risques, à la fois dans les secteurs géographiques dans lesquels les monteurs vont investir, et aussi dans la typologie de biens, je le disais, pour me permettre effectivement des relocalisations facilement. Et également aussi, alors certains de nos opérateurs proposent ce qu'on appelle une bonne fin fiscale, c'est-à-dire qu'ils s'engagent effectivement à rembourser, s'il y a une remise en cause de la réduction d'impôt, à rembourser à la fois le capital et la réduction d'impôt. Donc, on a des solutions qui sont quand même ultra sécurisées avec ces garanties de bonne fin fiscale proposées par certains opérateurs.
C'est très clair pour moi. Alors, on a une question. On en a même deux. Existe-t-il un minimum d'investissement Gérardin industriel? Oui, en général, à partir de 3 000 euros. Donc, il faut être un minimum imposable à partir de être 3 500, 4 000 euros d'impôts à payer. Alors, l'autre question, peut-on tout perdre? On aura compris que ça dépend des opérateurs avec lesquels on travaille, avec lesquels le conseiller en gestion de patrimoine travaille. Et si le conseiller a bien fait son travail, généralement, il y a des garanties qui sont apportées par l'opérateur, qui sont des garanties ou et assurances pour justement vous éviter de perdre votre capital. Exactement, des garanties qui sont liées à la location des biens, des assurances externes, des RC évidemment, des responsabilités civiles, et puis évidemment cette assurance, cette garantie qui est casquette, qui est proposée par certains opérateurs, qui garantit à la fois le capital et le remboursement d'impôts. Donc on maîtrise totalement le risque, ou en tout cas tous les risques qui gravitent autour du Girardin est maîtrisé à travers les garanties, les assurances et cet engagement de bonne fin fiscale qu'adoptent quelques-uns de nos opérateurs avec qui on travaille. Et évidemment, ce sont des opérateurs qui existent depuis plus d'une dizaine d'années, voire 15 ou 20 pour certains, qui sont implantés localement et qui réalisent des opérations de plus de 50 millions par an. Voilà, on travaille avec les leaders en tout cas. D'accord. J'ai vu une question donc d'une personne qui disait: est-ce que mon argent est bloqué 5 ans? Non. Votre exemple? Non, alors évidemment, l'argent n'est pas débloqué. On n'a absolument pas. On récupère son capital et son investissement et sa réduction d'impôt dès l'année suivante. On a la notion de 5 ans qui apparaît puisque les SNC, donc qui sont tout simplement les sociétés non collectives qui investissent dans différents biens, eux ont un engagement de détenir le bien pendant une durée de 5 ans. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une obligation de réinvestir tous les ans et pendant 5 ans. C'est vraiment l'engagement de la SNC qui est de détenir les parts pendant 5 ans. Voilà. Ce qui veut dire que potentiellement, le risque fiscal dure, lui, pendant ces 5 années-là. Alors, quand on a cette garantie casquette, finalement, non, puisque l'année suivante, on est remboursé. Et on est en général associé qu'à la hauteur de notre investissement dans les SNC. Donc, si on investit pour 10 000 euros, même si la SNC a investi 1 million d'euros, on n'est que associé à hauteur de 10 000 euros, de la valeur de notre part. Et encore une fois, c'est diversifié dans différentes SNC, en général entre 5 et 10 au minimum. Donc, tout ça est bien cadré, mais il n'y a pas d'engagement de 5 ans. Vous récupérez votre somme d'argent dès l'année suivante. C'est simplement, effectivement, la location des biens à une durée de 5 ans. Merci. Et enfin, la dernière question qui est posée avant qu'on passe à la suite. Gérardin, quels sont les frais pour le client investisseur? Alors, il n'y a aucun frais d'entrée. C'est-à-dire que quand vous investissez 10 000 euros, c'est 10 000 euros qui est intégré en frais il n'y a pas de frais, voilà, qui est calculé, pour la réduction de votre impôt. 0 frais. Parfait. À part la consultation, évidemment, d'un gestionnaire de patrimoine. D'accord. Donc, une autre personne me dit: si j'ai bien compris, j'investis 10 000, je récupère 11 500. Au niveau fiscal, si j'étais imposé à 14 000, j'ai une réduction d'impôt de 10 000. Alors, si vous étiez imposé à 14 000, vous récupérez 11 500, donc vous avez un gain de 1 500 euros sur les 14 000 que vous payez. Vous mettez 10 000 euros, vous récupérez 11 500, voilà. Vous continuez bien sûr à payer vos prélèvements, ça c'est important, de continuer à parler, continuer à être prélevé de vos prélèvements chaque mois, prélèvement à la source, et vous avez votre réduction d'impôt en juillet de l'année suivante. Merci Fanny pour toutes ces précisions. Enfin, d'autres outils pour aller plus loin. On a parlé principalement de 2 stratégies ce soir, qui sont les stratégies qui sont encore disponibles avant la fin de l'année à réaliser pour pouvoir réduire encore son imposition sur les revenus de 2023. Mais il y a d'autres types de stratégies qui sont peut-être un peu plus longues et plus complexes à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Fanny ?
Alors oui, il existe, on va dire, un champ de possibilités pour défiscaliser, hein. L'État met en place plusieurs dispositifs, à la fois pour soutenir, on disait, le logement, la construction. C'est l'exemple avec le Malraux, le monument historique, où on va soutenir finalement la réhabilitation du patrimoine français. On va investir dans des biens d'exception et en contrepartie, on va avoir de fortes réductions d'impôts. Alors là, on est sur des tranches marginales d'imposition dont parlait Paul-Étienne, entre 30 et 41 et plus, où on va commencer à payer entre, on va dire, 15 000 et 20 000 euros d'impôts. Ces dispositifs peuvent être intéressants à envisager. Effectivement, c'est un engagement un peu plus sur du long terme parce qu'on s'engage en général avec un prêt. On a recours au levier de l'emprunt et on a ces dispositifs qui nous permettent d'avoir des biens, je dirais des biens de garde, un peu comme une bonne bouteille qu'on garde dans sa cave. Et bien là, c'est pareil, c'est des biens qu'on va transmettre. Souvent, c'est des objectifs de transmission qu'on retrouve chez nos clients. Donc le Malraux et le monument historique, ouais, c'est aussi deux dispositifs qui sont plus déplafonnés des niches fiscales. On peut parler du LMNP. Alors même si c'est pas un outil de défiscalisation en lui-même, c'est donc la location meublée non professionnelle. On a recours à l'amortissement de votre bien qui nous permet effectivement de ne pas payer d'impôts. Voilà, c'est au moins pas pour alourdir la facture, mais c'est pour alléger ou en tout cas ne pas payer d'impôts sur la location meublée non professionnelle. On peut parler du déficit foncier. Le déficit foncier, alors il a du sens lorsque on a des revenus fonciers. Voilà, on va venir des bénéfices fonciers pour gommer justement ces revenus fonciers. Souvent les prélèvements sociaux, on a du mal à gommer par d'autres dispositifs. Donc le déficit foncier est intéressant lorsqu'on a du revenu foncier. Le locavantage aussi, c'est un dispositif peu connu. On peut l'appeler aussi le louer abordable. Il a été mis en place pour favoriser l'accès au logement dans des zones qui sont, on va dire, tendues, où on a une demande plus supérieure à l'offre. Et c'est des logements qui sont conventionnés par l'ANA et qui offrent deux avantages. Le premier, de réduire vos impôts en fonction des loyers que vous allez encaisser. Et aussi, bien sûr, d'avoir une décote à l'achat. Donc, en cette période en plus d'inflation, acheter avec une décote qui est la plupart du temps de 30% peut avoir du sens pour s'assurer une valeur à la revente et une valorisation à la revente. On peut aborder aussi, bien sûr, tous les sujets qui sont liés à l'investissement dans des entreprises innovantes ou dans les PME avec les FIP ou les FCPI, Fonds communs de placement dans l'innovation. Le Sofica, là, on soutient le cinéma. Le cinéma, voilà, merci Aude. Le cinéma français, important, le cinéma français. Les bois et forêts, on peut acheter des groupes d'épargne dans un groupement effectivement forestier. Donc voilà, il existe plein de choses pour soutenir différents secteurs d'activité et en contrepartie bénéficier d'une réduction d'impôts. Et enfin, le dernier point qu'on a tendance des fois à omettre, c'est l'optimisation des modes de détention. Je pense souvent à certains de mes clients qui ont un patrimoine immobilier pour lesquels on a pas mal de revenus fonciers et qu'on imagine changer ce mode de détention, soit en faisant l'acquisition à travers une SCI, soit en parlant de SARL de famille ou encore en achetant en nue propriété pour éviter effectivement l'impôt sur les revenus et même des fois l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, le champ des possibles est quand même très vaste. Et je pense que le conseil, le tip que je donnerais, c'est de surtout pas de se précipiter dans l'un ou l'autre de ces dispositifs, c'est de prendre le temps d'analyser celui qui va vous correspondre le mieux, celui qui va vous correspondre dans vos engagements, dans la durée de placement, dans la disponibilité des fonds, dans ce que vous souhaitez faire. Je reviens aux objectifs initiaux, c'est-à-dire est-ce que je souhaite préparer ma retraite, est-ce que je souhaite diversifier mon patrimoine ou simplement transmettre plus tard. En fonction de ces objectifs, voilà, c'est primordial d'adapter la solution et donc prendre le temps, encore une fois, accompagné avec un conseiller compétent. Dans les exemples que vous avez mis là, enfin que nous avons mis là, on a mis nulle part le Pinel. Ouais. Le Pinel dont tout le monde parle ou tout le monde parle presque plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne le met pas dans les stratégies patrimoniales de défiscalisation ?
Alors, je vous avouerai, ça va rester entre nous, moi, ça fait un petit moment que je le mets plus dans mes stratégies, mais alors, il est en train de mourir à petit feu, effectivement, notre cher dispositif Pinel. Il arrivera à terme en 2024. Pinel je pense, a souffert aujourd'hui du rezonage. Voilà, on a de nouvelles zones qui ont été redessinées en 2021, si je ne me trompe pas. Et donc, on a voilà, moins d'avantages fiscaux. Donc, je ne parle plus du Pinel. Je comprends très bien. Alors, je comprends d'autant plus que souvent, le Pinel, pour avoir pas mal regardé le sujet, en termes de tarification, les promoteurs avaient des prix qui étaient au-dessus des prix du marché, et ce qui faisait que tout l'avantage de la réduction d'impôt partait dans la surcote des biens immobiliers. Et voilà, vous l'avez bien résumé. Donc, merci à tous les deux. Alors, on va voir s'il y a des questions sur le chat. Alors, j'ai comme question le Lodéum et Girardin. Est-ce la même chose, Fanny? Pardon, j'ai mal compris. Lodéum. Non. Alors ensuite, vous avez parlé du fait que le capital n'était pas bloqué pour la Girardin pendant 5 ans. En dehors du déficit foncier, le PER et autres systèmes FCPI viennent-ils atténuer les revenus fonciers du foyer fiscal? Alors le Girardin, oui, va actionner. Pardon, je parle pour le Girardin. Oui, on va actionner. On va venir réduire les revenus fonciers, mais on n'agit pas sur les prélèvements sociaux. Hein, donc, c'est les 17,2 que vous devez liés à vos revenus fonciers vont bien être appliqués. Bien sûr. Je vous confirme que la vidéo sera disponible ultérieurement. On vous mettra à disposition un replay. Et dans les dernières questions, on a le Pinel Outre-mer. Reste-t-il toujours intéressant? On revient sur un peu la même conclusion que vous faisiez, Aude. On va rester sur des bulles en fait économiques d'un point de vue du constructeur qui va construire à des prix forts. Est-ce qu'il va les retrouver à la revente? La question va se poser, pareil, en Outre-mer, c'est la même question qu'il faut se poser. Parfait. Ouais, on a fait attendez, je vois une dernière question. Et l'assurance vie dans tout ça, l'assurance vie, alors c'est pas vraiment un outil de défiscalisation à proprement parler. C'est un outil d'investissement qui a une fiscalité avantageuse, mais qui ne vient pas défiscaliser les revenus du foyer. Donc, si je dis une erreur, n'hésitez pas, Fanny, à me corriger. C'est tout. Parfait. Je vous remercie à tous les deux. Merci à tous d'avoir participé et d'être venus assister à ce webinaire sur la réduction des impôts avant la fin de l'année, donc sur 2023, nos dernières recommandations. Merci Fanny, merci Paul-Étienne de votre présence et de nous avoir éclairé sur les différents dispositifs qui nous restaient. N'hésitez pas, si vous avez besoin qu'une personne étudie une situation, enfin votre situation, et vous apporte des réponses adaptées à votre situation et à vos objectifs. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers, et notamment Fanny sur la plateforme. On sera un plaisir de mettre en place ces rendez-vous-là dans les jours qui viennent, puisque tic-tac, la fin d'année approche à grands pas. Exact. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.